Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième partie du cours Système mécanique oscillant. Dans cette partie, on va aborder en premier lieu l'étude de quelques systèmes mécaniques oscillants et plus précisément l'étude d'un pendule élastique. Je rappelle qu'un pendule élastique est un système constitué d'un ressort de rayure K et de masse négligeable attaché à un solide de masse M oscillant de part et d'autre d'une position d'équilibre et une fois écarté de sa position d'équilibre stable puis relâché. Et donc, au cours de cette leçon, on peut rencontrer trois cas différents. Soit un pendule élastique horizontal, c'est-à-dire un pendule qui effectue ses oscillations de part et d'autre de sa position d'équilibre suivant l'axe horizontal. Et pour l'étude, bien entendu, on va choisir un référentiel terrestre muni d'un repère cartésien d'axe OX, de telle sorte à ce que l'origine de cet axe va être confondue avec le centre d'inertie du solide à l'équilibre. De même, on peut aussi rencontrer un pendule élastique, mais cette fois-ci vertical. Et dans ce cas, puisque le mouvement se fait rectilignement suivant un axe vertical, donc on peut choisir juste un repère cartésien muni seulement d'un axe OX pointé vers le bas. Ou bien encore, on peut rencontrer un troisième cas dans ce cours-là, c'est celui d'un pendule élastique incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. L'étude par laquelle on va commencer, c'est l'étude d'un pendule élastique horizontal. On va tout d'abord parler de ce qu'on appelle la force de rappel, c'est-à-dire à quoi est dû le mouvement de ce pendule et quelle est l'expression vectorielle de cette force de rappel. Et puis après, on va extraire ce qu'on appelle les forces extérieures appliquées au système, et plus précisément, comme le système étudié, ça sera le solide de masse M. Et puis après, appliquer ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique, dans le but d'établir l'équation différentielle. Et finalement, on va voir la solution de cette équation différentielle et aussi quelques propriétés intrinsiques associées au mouvement oscillatoire. Je rappelle qu'on se situe dans le cadre d'un oscillateur mécanique harmonique et par conséquent, on va négliger toutes sortes de frottements, bref, un oscillateur mécanique libre et non amorti. Donc, je propose cette animation pour mettre en évidence la force de rappel. Donc, comme système étudié, disposant sur un rail à cossander d'un chariot pouvant glisser pratiquement sans frottement, il est attaché à l'une des extrémités d'un ressort. L'autre extrémité du ressort est fixe. Les spères du ressort, bien entendu, seront non jointifs, de sorte que le ressort peut également être comprimé. Donc, ce qu'on va faire ici, on va écarter légèrement ce chariot-là de sa position d'équilibre et lâchons-le sans vitesse initiale. Donc, ce qu'on va constater, c'est ceci. Donc, on va l'écarter d'une amplitude, je dirais, de 0,3. Je précise ici qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite. Parce qu'une fois qu'on dépasse une certaine limite, on peut aussi dépasser ce qu'on appelle le domaine élastique du ressort. Et par conséquent, il peut être, c'est-à-dire il ne peut revenir à son état normal. Et donc, on doit l'écarter légèrement. Donc, une fois relâché, donc, vous constatez qu'il fait un mouvement périodique de va-et-vient de part et d'autre de sa position d'équilibre. Dans ce cas, on est dans les conditions idéales,
c'est-à-dire aucune sorte de frottement n'existe, soit celle associée à l'air ou bien celle associée au sol du déplacement. Et donc pour voir ceci au ralenti, voilà, donc qu'est-ce que se passe normalement ici? Je précise que le ressort, une fois déformé, toujours elle résiste contre cette déformation. S'il est écarté, s'il est étiré, dans ce cas la force de frottement, son sens est toujours vers la position d'équilibre. La même chose, lorsque le ressort est comprimé, toujours cette force qu'on appelle force de rappel, c'est une force qui essaie toujours à faire revenir le ressort à son état normal, c'est-à-dire à son état d'équilibre. Et donc, cette force est appliquée sur le solide de masse M dans le but de revenir à l'équilibre. Concernant les caractéristiques de cette force, son point d'action, normalement ça sera le point d'attache du solide et avec le ressort, tandis que ses propriétés concernant la direction, c'est toujours l'axe de symétrie du ressort, mais son sens varie selon l'état de déformation du ressort. Si le ressort est étiré, dans ce cas le sens de F sera vers la gauche, c'est-à-dire toujours vers la position d'équilibre. La même chose EC, c'est le ressort est comprimé, donc la force de rappel, son sens est toujours vers la position d'équilibre et dans ce cas, il sera vers la droite. Donc on peut voir ceci pas à pas, voilà. Donc ici, le solide était comprimé et par conséquent, la force de rappel ici, c'est la force qu'applique le ressort sur le solide de masse M. Et donc, dans ce cas, cette force-là est dirigée vers la droite, toujours dirigée vers la position d'équilibre. Mais quand est-ce qu'elle devient très intense? Donc, une fois que le solide est très écarté ou bien très comprimé, donc son intensité devient aussi très grande. Mais, une fois qu'elle revient à sa position d'équilibre, vous constatez que cette force-là, en intensité, diminue. Et donc, une fois qu'elle est à sa position d'équilibre, elle sera minimale. Donc, à la position d'équilibre, F est égal à vecteur nul. Mais une fois, dans ce cas, vous constatez que le solide dépasse la position d'équilibre vers les abscisses positives. Le ressort sera par conséquent étiré. Et donc, voyons qu'est-ce que va se passer. Donc, le solide, de plus en plus, il sera étiré. Et par conséquent, il va appliquer sur le solide une force de rappel pour revenir à la position d'équilibre. Et donc, vous constatez que cette force-là a changé de sens dans ce cas et vers la gauche. Pour résumer, toujours le sens de F, toujours sera du solide vers la position d'équilibre, quel que soit l'état de déformation du ressort, soit étiré ou bien encore comprimé. Donc, cette force dépend aussi dépend de ce qu'on appelle l'élongation. L'élongation, je rappelle ici que c'est de combien le solide est écarté de sa position d'équilibre. Donc, l'élongation dans ce cas-là, c'est de cette position d'équilibre stable jusqu'à le centre d'inertie du solide S. C'est par exemple lorsque le solide est arrivé à ce point-là, donc on est à une élongation maximale, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Et par conséquent, la force de rappel a une très grande intensité, sa valeur maximale est lorsque x est égal à x max, c'est-à-dire lorsque l'élongation, bien encore l'allongement, est égal à x max. Voilà donc la force de rappel. À quoi est due? Tout simplement est due à la résistance du ressort à n'importe quelle sorte de
de déformation. Et cette force C, elle dépend d'un autre facteur, c'est ce qu'on appelle la raideur du ressort, qu'on note K. Je rappelle que la raideur K d'un ressort est la réponse de ce ressort-là à une déformation quelconque. Donc, plus que la raideur K est grande, plus que ce ressort-là, on dit qu'il est très rigide, c'est-à-dire il faut appliquer une force intense pour qu'on puisse le déformer. Voilà donc les caractéristiques de cette force qu'on appelle force de rappel. Donc je précise ici que la raideur K en tant qu'unité, il s'exprime en newton par mètre. Donc pour mettre en évidence les différentes forces extérieures appliquées à notre solide, je vous propose cette animation. Donc pour faire le bilan des forces, dans ce cas, le solide est au repos, c'est-à-dire il est à sa position d'équilibre. Donc les forces qui lui sont appliquées sont son poids en premier lieu et la réaction du R. Et puisqu'on a négligé le frottement, donc P et R se compensent, c'est-à-dire elles ont deux sens différents ou bien deux sens opposés mais de même intensité, et donc leur sens vectoriel est un vecteur nul. Et donc, mais qu'est-ce que va se passer une fois qu'on écarte le système de sa position, c'est-à-dire le solide de sa position d'équilibre. Donc on va constater tout simplement qu'il y a un mouvement de va-et-vient de part et d'autre de sa position d'équilibre. Mais aussi, on constate aussi que donc on constate qu'il y a l'apparition aussi de la force de rappel qu'on note soit F ou bien T. T pour tout simplement dire qu'il s'agit bien d'une tension. F c'est la même chose, F force de rappel. On peut la noter soit T ou bien F. Mais tout d'abord on s'intéresse à son expression vectorielle qui nous intéresse. Donc pour avoir une idée sur l'expression vectorielle de la force de rappel, donc toujours elle est dirigée vers la position d'équilibre. Et donc on a deux cas. Si le ressort est comprimé, il sera de cette position vers la position d'équilibre, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Si le ressort est étiré, donc il sera de la droite, c'est-à-dire de la position droite vers la position d'équilibre. Pour résumer ceci, quel que soit l'état de déformation du ressort, il y a une expression générale, c'est que T est égal à moins K fois X fois le vecteur I. Ici, on va choisir comme axe, comme on a dit déjà, OX. Donc, dans le centre de l'axe est confondu au centre d'inertie du solide lorsqu'il est à sa position d'équilibre. Et le vecteur unitaire I est dirigé vers la droite, c'est-à-dire dirigé vers les abscisses positives. Donc, comme expression de T toujours est égal à moins K fois X fois le vecteur unitaire I, avec K la raideur du ressort, et X c'est ce qu'on appelle l'allongement, c'est-à-dire de combien le solide est écarté de sa position d'équilibre. Cet allongement il peut être positif comme il peut être négatif selon l'état de déformation. Donc si le ressort est comprimé, X est négatif. Si le ressort est étiré, donc X il sera positif. Voilà donc les caractéristiques de cette force de rappel. Établissons donc l'équation différentielle du mouvement oscillatoire de notre pendule élastique horizontale. Donc pour ce faire, on doit appliquer le principe fondamental de la dynamique ou bien encore la deuxième loi de Newton, c'est pareil. Donc avant d'appliquer ceci, il y a un certain nombre des étapes systématiques qu'on doit suivre. Donc le schéma de notre situation c'est celui-ci. Donc on considère notre pendule élastique horizontale. Voilà le système étudié, il sera le solide S de masse M. Ici il est à sa position
d'équilibre, et dans ce cas, il est en oscillation. On considère par exemple, on va étudier le cas où il est écarté. Et donc, la première étape par laquelle on doit commencer, c'est déterminer le système étudié. Dans ce cas, c'est le solide S. Puis après, on choisit un référentiel terrestre qu'on considère galiléen. Et puis après, menu, bien entendu, d'un repère, dans ce cas, un repère cartésien d'origine O et de vecteur unitaire suivant l'axe OXI et de vecteur unitaire suivant l'axe OYJ. Donc, une troisième étape importante, c'est le bilan, c'est-à-dire faire l'inventaire des forces ou bien le bilan des forces extérieures. Donc, pour les forces extérieures appliquées au solide, la première, c'est le poids, c'est-à-dire son poids. Je rappelle ici que le poids est dirigé toujours vers le bas. Sa direction est perpendiculaire au plan horizontal, c'est-à-dire au plan du déplacement du solide S. Il y a une deuxième force, c'est la réaction du plan, qui est perpendiculaire ici parce que les frottements sont négligeables. Et puis après, il y a une troisième force, c'est la force de rappel appliquée au solide par le ressort du leader K. Sans oublier que son expression vectorielle est toujours donnée par cette relation F est égal à moins K fois delta L avec delta L, c'est ce qu'on appelle l'allongement, qu'on peut écrire de cette forme-là, dans ce cas, moins K fois X fois le vecteur unitaire I. Donc l'allongement est C, c'est-à-dire de combien le solide est écarté de sa position équilibre X. Donc il peut être positif comme il peut être négatif. Dans ce cas, X doit être positif parce que le ressort est écarté. Et donc F, suivant ce signe-là, est dirigé vers la position d'équilibre, ce qui est approprié à notre schéma. Et F en intensité est toujours donné par K fois la valeur absolue de delta L, parce que delta L, comme on a dit, il peut être positif comme il peut être négatif, qui est égal à C à K fois la valeur absolue de X. Je note ici que X est l'élongation du ressort qui est en valeur algébrique, c'est-à-dire elle peut être positive comme elle peut être négative. Et K, c'est sa constante de raideur exprimée en newton par mètre. Passons donc à l'application de la deuxième loi de Newton. Je rappelle que la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique, indique que la somme des forces extérieures appliquées au système solide dans un référentiel galiléen est égale au produit de la masse du système fois le vecteur accélération de son centre d'inertie G. Donc les forces appliquées sont P et R et F. Donc P plus R plus F est égal au produit de M fois HG. Les frottements bien entendu sont négligeables. Et donc pour enlever les vecteurs, donc on doit faire ce qu'on appelle la projection. Et puisque l'accélération suivant l'axe OX, donc et EC, P et R sont perpendiculaires sur l'axe OX, donc il est judicieux de faire la projection sur l'axe OX. On trouve tout d'abord, on trouve que Px plus Rx plus Fx est égal à M fois Ax. Et on sait très bien que P et R sont perpendiculaires sur le plan, c'est-à-dire sur l'axe OX. Par conséquent, leur projection est nulle. Donc on peut écrire que Px est égal à Rx est égal à 0. Mais pour Fx est toujours égal à moins K fois X, quel que soit X, soit positif ou bien négatif. Et pour la projection du vecteur accélération du centre d'inertie G sur l'axe OX, on trouve que le coordonnée suivant OX et AX, qui est égal à la dérivée par définition, c'est la dérivée seconde de l'abscisse X par rapport au temps, qui est égale encore brièvement à X de point, c'est-à-dire la dérivée seconde par rapport au temps. La relation précédente, après la projection, devient pour Px et Rx, on a dit qu'il est égal à 0. Donc, il nous reste Fx qui est égal à moins Kx, qui est égal encore à
m fois la dérivée seconde de x, qu'on peut écrire aussi m fois x de point. On peut trouver après la simplification que m fois x de point plus k fois x est égal à 0. On peut diviser tout par m et on obtient x de point. Si on divise tout par m, donc on trouve que x de point plus k divisé par m fois x est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du solide de masse m. Et donc on constate que c'est une équation différentielle du deuxième degré, mais linéaire, avec du coefficient constante et son second membre. Et donc, comme remarque, on peut dire que c'est une équation différentielle de coefficient constante sans second membre. On parle de l'équation homogène. Passons donc à la solution de l'équation différentielle précédente. Cette équation, je note, sa solution, on l'appelle aussi équation horaire du mouvement, c'est-à-dire la variation du x en fonction du temps, la variation de l'abscisse x en fonction du temps. Puisqu'il s'agit d'une équation linéaire ou bien une équation homogène, c'est-à-dire une équation linéaire avec des constantes, avec des coefficients constants et son second membre, donc sa solution s'écrit sous forme sinusoïdale. Donc on peut écrire que x de t est égal à xm fois cos de p divisé par t0 fois t plus phi. Avec xm et t0 et phi sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales et aussi en exploitant l'équation différentielle, surtout pour t0. Là, c'est une première façon d'écrire cette solution. On peut l'écrire aussi d'une autre façon, c'est-à-dire en fonction de sinus. Donc, x de t, ça sera en sinus, x de t est égal à xm fois sinus de p divisé par t0 fois t plus phi. Pour xm, c'est l'amplitude du mouvement, élongation maximale, pour l'exprimer en mètres, puisqu'il s'agit d'une abscisse cartésienne. Et phi, c'est ce qu'on appelle la constante de phase, ou bien encore la phase du mouvement à l'instant t est égal à 0, exprimée en radians. Et dans notre étude, on va choisir que phi, la phase, ça va être comprise entre moins p et p. Pour t0, c'est ce qu'on appelle la période propre des oscillations. La période propre parce qu'il s'agit d'un oscillateur libre et non amorti, c'est-à-dire un oscillateur harmonique. Puisqu'il s'agit d'une durée, donc il sera exprimé en secondes. Le graphe de cette fonction, c'est-à-dire de l'abscisse en fonction de t, est de cette forme-là. Donc c'est une fonction sinusoïdale périodique, bien entendu. Et par conséquent, le mouvement du centre d'inertie G est un mouvement périodique, est un mouvement oscillatoire périodique. Donc, pour T0, c'est la période, la plus petite durée, au bout de laquelle se répète le mouvement de la même façon, c'est-à-dire la durée nécessaire pour effectuer une oscillation. Xm, c'est l'amplitude. Pour la phase, on peut le déterminer à partir des conditions initiales, c'est-à-dire lorsque t est égal à 0, et si on constate que x est égal à 0, et par conséquent on remplace dans la solution, c'est-à-dire dans l'équation horaire, on va trouver que x de t, x lorsque t est égal à 0, ça va être égal à xm fois cos de p divisé par t0 fois 0, donc il va rester justement cos fois phi, et voir qui est égal c à 0 selon la condition qu'on a ici. Mais ces conditions, bien entendu les conditions initiales, diffèrent d'un exercice à un autre selon
bien entendu selon les conditions de l'expérience. Voilà donc la solution de cette équation différentielle. Je répète encore une fois, c'est une solution sinusoïdale. Passons donc à la détermination de la période t0 tout en se basant sur l'équation différentielle. Donc on cherche ici à déterminer l'expression de la période propre des oscillations de notre oscillateur harmonique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Toujours on part de la solution générale de notre équation différentielle, et puis après on va faire une dérivation première, et puis après une dérivation seconde, et on remplace dans l'équation différentielle. Donc pour la première dérivation, on va trouver que x point, et j'en note ici que x c'est pas une variable seulement, mais c'est une fonction du temps, et donc il faut faire attention à la dérivation du x. Donc la dérivée de x, ça sera la dérivée xm, c'est constant, donc ça sera la dérivée de cos de p divisé par t0 fois t plus phi. Donc en premier lieu, on doit faire la dérivée de ce qui est l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire de p, la dérivée de 2p divisé par t0 fois t plus phi. Donc la dérivée de ceci, ça va être 2p divisé par t0 fois la dérivée de la cosinus. Je rappelle que la dérivée de la cosinus, c'est moins sinus. Et par conséquent, on va trouver que xm, si constant, ça va rester toujours la même chose. La dérivée de ce qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est 2p divisé par t0, donc on l'a fait sortir. Mais n'oubliez pas le signe moins de la dérivée de cosinus par rapport au temps. Et donc on trouve que x point de t est égal à moins 2p divisé par t0 fois xm fois sinus de p divisé par t0 fois t plus phi. Il y a une dérivation seconde, donc ça va donner la dérivée seconde x de point, ça va être la dérivée, ça c'est constant aussi de p divisé par t0, et puis après on doit dériver cette fois-ci ce qui est à l'intérieur des parenthèses en premier lieu, puis la dérivée de sinus. La dérivée de 2p divisé par t0 fois t plus phi, donc c'est 2p divisé par t0 fois 2p divisé par t0, donc ça sera 2p divisé par t0 tout au carré. Donc la dérivée de sinus sera cosinus, et par conséquent on peut écrire que la dérivée seconde de x est moins 2p divisé par t0 tout au carré fois xm fois le cosinus de 2p divisé par t0 fois t plus phi. Donc ce qu'il faut faire, c'est on constate tout simplement que xm fois cos de p n'est rien d'autre que x de t. Donc cette expression-là, on peut le remplacer par x de t. Par conséquent, on trouve que x de point est égal à moins 2p divisé par t0 tout au carré fois x de t. Et donc, revenons à notre équation différentielle, et puis on remplace x de point par son expression, et donc on obtient, je rappelle que l'équation différentielle s'écrit x de point plus k divisé par m fois x de t. Et donc x de point, on va la remplacer par son expression, ça sera moins 2p divisé par t0 tout au carré fois x de t plus k divisé par m fois x de t qui est égal à 0. Vous constatez qu'on peut factoriser par x de t, et par conséquent on trouve que moins de p divisé par t0 tout au carré plus k divisé par m fois x de t. Donc si on a a fois b est égal à 0, soit que a est égal à 0, ou bien p est égal à 0. C'est la même chose ici, mais x de t est égal à 0, quel que soit t, cela veut dire que pas d'oscillation, et donc x de t est égal à 0 n'a pas de sens. Et par conséquent, c'est que le facteur moins de p divisé par t0 au carré plus k divisé par m qui va être égal à 0.
Et donc, pour que cette relation soit vérifiée, quel que soit l'instant t du mouvement, il faut que moins de p, c'est-à-dire ce facteur-là est égal à 0, c'est-à-dire que moins de p divisé par t0 tout au carré, plus k divisé par m est égal à 0. Donc, après les simplifications nécessaires, c'est-à-dire déplacer plus k divisé par m de l'autre côté, et puis après simplifier par le signe moins, et faire rentrer la racine carrée des deux côtés, on peut en déduire facilement que la période propre de notre oscillateur harmonique, le pendule élastique, est égale de P racine carrée de la masse du solide divisé par la raideur du ressort. Donc vous constatez que cette période-là dépend de M et la constante, mais on est toujours dans le cadre d'un oscillateur harmonique, n'oubliez pas. Et donc elle dépend de M, elle dépend aussi de K. On peut facilement constater que plus que la masse du solide augmente, plus que la période T0 C des oscillations harmoniques augmente aussi. Mais pour K, lorsqu'elle augmente, donc T0 ça va diminuer. Voilà donc pour la période propre de l'oscillateur harmonique. On peut en déduire par la suite la fréquence propre. Je vous rappelle que la fréquence est l'inverse de la période et par conséquent la fréquence propre de l'oscillateur harmonique est égale à 1 divisé par T0. Par conséquent, on peut facilement écrire que F0 est égal à 1 divisé par 2P racine carrée fois, cette fois-ci, K divisé par M. Voilà pour l'expression de la période propre ainsi que de la fréquence propre. Et avec ceci, on arrive à terminer l'étude d'un pendule élastique horizontal. Donc, on va passer à une application, mais cette fois-ci avec un pendule élastique vertical.